Alors bonjour à vous et bienvenue dans ce tout premier épisode, tout premier podcast de The Flares. Donc avant d'aller un peu plus loin dans le sujet du podcast, on va parler de pourquoi on a choisi de faire un podcast et pourquoi il y en aura d'autres. En fait on a choisi, après plusieurs brainstorming, de faire un format audio pour pouvoir permettre à l'audience de The Flares de consulter librement du contenu. Et quand on dit librement, en fait, on parle de consulter le contenu même en dehors du site, en dehors de la chaîne YouTube, en dehors de la chaîne Vimeo. Donc vous êtes vraiment libre de télécharger par exemple cet audio, de le mettre sur votre téléphone et de l'écouter quand vous marchez dans la rue, quand vous vous rendez quelque part. Donc voilà, on a pour vocation de proposer du contenu un peu plus long dans ces podcasts-là. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait proposer une nouvelle forme de consommation de contenu qui vous permet d'être vous aussi un peu plus libre. Donc le contenu de ces podcasts, pour l'instant, on prévoit de proposer des débats autour d'œuvres de science-fiction, que ce soit des films, des livres, des bandes dessinées ou toute autre œuvre de science-fiction. Ce sera des débats normalement qui seront orientés à plusieurs niveaux. Donc pour rappel, The Flares, c'est un collectif de storytellers qui s'intéresse à la science-fiction. Donc les débats seront, comme je vous dis, à plusieurs niveaux. D'un côté, le storytelling, on va s'intéresser à, entre guillemets, la mécanique, la technique liée au storytelling dans chaque œuvre de science-fiction qui sera étudiée. Et en même temps, les aspects liés à la science-fiction. Donc ça, ce sera le deuxième aspect des débats. Qui s'intéressera plus à la légitimité de l'œuvre en tant que telle par rapport à la réalité des choses et par rapport à ce qu'on peut envisager de l'avenir. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de Her, de Spike Jonze. On va présenter le film dans quelques instants. Donc je suis en compagnie de Gaëtan Selle. Hello. Bonjour Gaëtan. Salut. Bonjour à tous. Donc on va faire une alerte spoiler, hein, Gaëtan, je pense que... Ouais, bah effectivement, on voilà, on va un peu dévoiler la fin, le milieu, le début, enfin, on va décortiquer le film. Donc forcément, faut mieux le voir avant de regarder ce podcast. Ok. Donc vous êtes prévenus. C'est ça. Je viendrai pas vous plaindre. Bon. Alors Her ou Elle au Québec, c'est une comédie dramatique de science-fiction sortie en salle en 2013. Donc le film est produit par la société américaine Annapurna Pictures et écrit et réalisé par Spike Jonze. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le premier qui l'écrit et qui réalise en même temps. Ouais, il me semble aussi, ouais. Ouais, je crois. Après, il avait fait du court-métrage aussi, mais il avait fait I'm Here, Ouais. qui est aussi un court-métrage de science-fiction et à tendance romantique aussi, donc on pourra peut-être en reparler, mais il y a des similitudes entre les deux œuvres. Ouais. Donc, ensuite, donc Spike Jonze a réalisé Adaptation également avec Nicolas Cage. Donc c'est un film, je le cite ici parce que c'est un film qui est quand même vachement utile pour les auteurs et scénaristes ou ceux qui aspirent à devenir auteurs et scénaristes. Il y a beaucoup de choses qui sont propres à la personnalité d'un scénariste et qui sont intéressantes à analyser et à connaître. Il avait réalisé aussi Dans la peau de John Malkovich, son premier long métrage, il me semble. Ouais, super film aussi. Donc Mais voilà. les deux là, c'est d'ailleurs, je crois, écrit par Charlie Kaufman. Ouais. Donc, pas non plus un petit scénariste. Oui, c'est vrai que Charlie Kaufman nous a offert de bons scénarios, dont Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je crois. Ah oui, Je crois que c'est lui. Hein. super film. Donc Charlie Kaufman est quand même habitué au scénario tortueux Oui, ouais, mind et au blowing. nœud dans le cerveau. Exactement. Donc le casting du film Her, il est assez simple. On va citer les acteurs principaux. Il y a Joaquin Phoenix qui a déjà joué dans Gladiator et dans Signe. Il y a Scarlett Johansson. Donc là, Scarlett Johansson, on la voit pas. Elle fait seulement la voix en fait de l'intelligence artificielle du film. Et Scarlett Johansson, c'est la veuve noire des Avengers et elle a été découverte dans Lost in Translation de Sofia Coppola. Ensuite, on a Olivia Wilde qui a joué dans Tron Legacy et apparemment dans Doctor House que je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas Ouais, il me en dire semble. plus. Elle a un rôle, ouais. Je pense même qu'elle a commencé dans Doctor House. Avant de faire du cinéma. Ah ouais. Moi, je pense, ouais. D'accord. Okay. Bon, de toute façon, je crois que c'est assez courant maintenant
qui commence Oui. par les séries. Ouais. Enfin, depuis longtemps, en fait. Ouais. On voit Will Smith. Mm. Ouais. Ensuite, Amy Adams, donc Lois Lane, dans les nouveaux Superman. Et dans Un rythme aussi, tu peux aussi le biopic de Steven Spielberg. Enfin, consacré à Frank Abagnale, mais réalisé par Steven Spielberg. Je me rappelle plus quelle était dans celui-là. Ouais, c'est c'est la femme de Frank Abagnale, la jeune médecin ou infirmière. D'accord. Ah oui, Euh, waouh, ouais, waouh, ça remonte. Ouais, elle a un rôle complètement à l'opposé, aux antipodes de ce qu'elle fait habituellement. Ouais, c'est vrai. Et enfin, Rooney Mara, donc qu'on a vu dans The Social Network. C'était la copine de Zuckerberg pendant 5 minutes. Et après, et dans Millennium aussi, toujours de David Fincher, hein, pas le suédois de Liv Arden-Plev, je sais pas comment il s'appelle. Mais... Ouais. Donc le synopsis de Her, on rappelle rapidement, ça se passe dans un futur proche à Los Angeles. Donc on suit le personnage de Theodore, qui travaille comme écrivain public pour une entreprise, donc qui rédige des lettres de toutes sortes pour la famille, pour des amoureux, etc., pour des gens qui ne connaissent pas, en fait, des personnes qui ne voient jamais. Et donc son épouse Catherine et lui ont rompu depuis bientôt 1 an, mais il n'arrive pas à se décider à signer le papier du divorce. Donc il reste dans un état de dépression, et en fait il décide un jour d'installer un nouveau système d'exploitation, OS1, OS1, auquel il donne une voix féminine. Et cette dernière, donc ce système d'exploitation, est en fait une intelligence artificielle conçue pour s'adapter et évoluer. Elle se choisit le prénom de Samantha, et là ils commencent à entamer une relation amoureuse et passionnée qui va justement poser un certain nombre de questions. Alors, on va décortiquer ce débat en 2 aspects, comme je vous ai dit précédemment. On va parler d'abord de storytelling, des aspects liés à la mécanique narrative de l'histoire, et ensuite on parlera des aspects plutôt science-fiction. Donc on va introduire le débat par les aspects liés au storytelling. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le storytelling Ouais, d'accord. de Her. Moi, je trouve que, si je devais dire, résumer ça très rapidement, je pense que le fond et la forme sont vraiment complémentaires. Et les choix voilà, enfin, les choix de mise en scène sont totalement en accord avec le scénar et les thématiques. Il suffit de regarder, rien que la comparaison qu'on fait souvent quand même maintenant de plus en plus entre le premier plan et le dernier plan d'un film, qui est quand même une décision volontairement choisie par le réalisateur, hein, en tout cas, en principe, le réalisateur a ce devoir de faire quand même un bon premier plan et un bon dernier plan qui a un sens. Et le premier plan, pour rappel, c'est un plan un gros plan en fait du visage de Théodore, de Joaquin Phoenix, qui raconte, enfin qui parle. On a l'impression qu'il parle de sa vie ou de quelque chose qu'il a fait dans sa vie, alors qu'en fait on découvre que c'est son métier d'écrire des lettres via un ordinateur qui enregistre donc ce qu'il dit et qui l'écrit, qui le tape, hein, donc un système d'écriture par voix, enfin je sais pas comment appeler ça. Et le dernier plan, c'est... Alors l'inverse du close-up, c'est un plan large. Et là où le premier plan montrait donc, le personnage principal seul, et en gros plan, là on voit donc le personnage principal avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence sa voisine, je crois, enfin le personnage qui joue par Amy Adams. Il me semble que c'est sa voisine, et en tout cas on comprend que c'est potentiellement sa prochaine relation, ou en tout cas ils sont attirés l'un à l'autre devant cette vue de Los Angeles du futur. Et ça, voilà, en 2 plans, le premier et le dernier plan renseignent vraiment je dirais l'arc narratif du personnage en fait. Ils se sont moins seuls, quoi. Ouais. Ouais, c'est un truc. C'est vrai qu'il y a... Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que la mise en scène... Enfin là, pour le coup, c'est plus une décision à la fois de mise en scène et à la fois de montage aussi. Oui. De dire, voilà, je termine par ce plan-là et pas un autre. Et je commence par ce plan-là et pas un autre. Après, à voir si c'était pas déjà prévu à l'écriture, quoi. Si lui l'a écrit... Ouais, c'est bien possible. Ouais. Généralement, les réalisateurs qui écrivent le film qu'ils vont réaliser, ils respectent un peu moins les règles traditionnelles. Et ils mentionnent, ça arrive assez souvent, carrément les trucs qu'il faut surtout pas faire normalement quand on apprend à écrire un scénario, c'est-à-dire les mouvements de caméra ou les valeurs de plan, ce genre de choses.
Mm. Je pense qu'il... Enfin, je sais pas, hein, j'aimais cette hypothèse, mais Ouais, c'est ouais, quelque mais chose c'est qui une se hypothèse pense intéressante. assez tôt, quoi. Alors je sais qu'il y a... Le film en fait faisait 2 heures, plus de 2 heures et demie à l'origine, je crois. Ah ouais. La première version du montage, ouais, faisait plus de 2 heures et demie et en fait il a envoyé à Steven Soderbergh, je crois, un autre réalisateur. Mhm. Et Soderbergh leur a livré une nouvelle version du montage en moins de 24 heures qui faisait moins d'1 heure et demie. Donc Oh, chaud. en fait il a cut. Ouais. Soderbergh il est peut-être plus dans cet esprit-là. Mm. Bon, la version n'a pas été gardée, mais je pense que ça a peut-être aidé aussi à rendre le film plus efficace d'une certaine manière, parce que, enfin, je sais pas toi, mais en tout cas, moi j'ai eu la sensation, en regardant le film, que rien n'était inutile. Mm. Que vraiment tout était. Que chaque pièce, chaque dialogue était là pour faire avancer l'histoire. Et je pense que, bon, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... si. Y a pas de Après, je sais superflu, pas hein. si ça a influencé justement la décision de choisir ce premier plan-là et ce dernier plan, parce que peut-être que, comme tu dis, il l'avait prévu déjà à l'avance, mais en tout cas, ça fait sens et je pense que cette cohérence-là, elle a été atteinte en partie grâce au travail de Soderbergh, je dirais. Enfin, je me risque à dire ça, mais je sais Ouais, pas. impossible. En tout cas, ouais, ça a dû l'influencer. Effectivement, il a coupé 1 heure de film, c'est chaud. Après, on sait tous que la première version est souvent la plus longue. Et Euh, mauvaise. mm. Euh, Après, il y a quand même, je trouve, des petites transgressions de temps en temps sur la thématique. Ouais. Je me demande si c'est pas pour donner tu vois, de la respiration un peu dans le film. Mhm. Euh, je pense notamment au passage où il boit son jus de fruits et puis il y a un autre personnage qui lui dit tu sais que en fait ça sert à rien de boire du jus de fruits parce que ce qui est bon dans les fruits c'est les fibres, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, enfin tu vois, ça dévie un petit peu du sujet, mais je trouve que c'était intelligent en termes de narration, de pas tout le temps être dedans à fond, tu vois, de pas tout le temps avoir cette densité qui peut paraître un peu lourde finalement, de tout le temps traiter le sujet de scène en scène. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai Sur... que après c'est quand même un film qui, qui montre une relation amoureuse où un seul des personnages est filmé, quoi. Physiquement. Mm. Et on le ressent parce que, enfin, il y a quasiment tous les plans, 90% des plans, j'imagine, c'est le Joaquin Phoenix à l'écran, quoi. Et souvent, quand même, enfin, on le voit quand même pas si souvent que ça en plan large. On voit souvent quand même très serré. Donc je pense qu'il y a la Mm. volonté de vraiment de faire identifier les spectateurs à ce personnage et de voilà d'avoir de l'empathie pour lui. En plus, il commence dans une situation de détresse, quoi. Ça se voit qu'il est malheureux Mm. par rapport à sa précédente relation. Et d'ailleurs, il y a une scène dans un ascenseur au tout début où il dit à son téléphone, je crois, joue-moi une musique mélancolique. Donc, c'est assez rigolo ça aussi. Mm. Et ouais, d'une manière générale, voilà, le personnage il est quand même tout le temps montré de façon seule dans les plans, à l'opposé de certains autres personnages qui sont en couple, comme son collègue de bureau, qui est joué par le mec de Gardien des Galaxies, là. Chris Pratt, ouais. Ouais, 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 ouais. c'était lui. Très juste. Et Mm. enfin voilà, il y a plusieurs. Pour moi, le thème vraiment du film, c'est la solitude. Et pas Mm. vraiment. Enfin, évidemment, le sujet de SF qui est l'intelligence artificielle et la romance autour de ça, c'est une partie intégrante du film, mais la vraie thématique traitée, Mm. ça reste la solitude. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que ça, on pourrait finalement presque remplacer l'intelligence artificielle par une personne réelle, enfin par une personne réelle, enfin, par une personne humaine, on va dire. Oui, C'est que la science-fiction est là finalement en guise de contexte, en guise de support, mais pas forcément euh, inextricable, enfin je veux dire pas indissociable du propos, c'est vrai. mhm. Et c'est souvent quand même euh, renforcé par la mise en scène et la narration, le storytelling, quoi. Donc, par exemple, il y a beaucoup de plans où le personnage, on a l'impression qu'il est un peu déconnecté aussi de son environnement par Hmm. l'utilisation beaucoup de flou
C'est soit le paysage qui est net et lui flou, soit l'inverse. Ouais, je pense que c'est des utilisations assez judicieuses. Après, il y a aussi une photo. Enfin, la photo, elle est particulière, je trouve. L'étalonnage et puis la photographie du film est très, très lumineuse. Et j'ai l'impression, enfin, on pourra peut-être explorer ça aussi dans la partie sur la science-fiction, mais que c'est justement un film de SF qui va pas dans ni dans l'utopie ni dans la dystopie en fait. Il n'y a pas vraiment de jugement. Et on remarque que la société, elle semble accepter cette relation entre lui. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est un type qui est jugé en permanence parce qu'il a une relation avec une intelligence artificielle. Si ce n'est sa femme, qui n'arrive pas à le comprendre, mais bon, on sait qu'ils sont dans une relation aussi conflictuelle. Mais par exemple, sa voisine, elle a aussi une relation amicale, on va dire, avec son robot, enfin son ordinateur finalement. Et vers la fin du film, on apprend qu'il y a énormément de gens qui finalement ont subi sont passés par les épreuves et les événements que Théodore a eu. C'est un peu comme si le film, à travers Théodore, parlait de tous les autres êtres humains évoluant à cette époque, avec l'arrivée de OS1. Et c'est vrai qu'on est dans une anticipation assez particulière, comme tu dis, on n'est ni dans la dystopie totale, ni dans l'utopie totale. On est dans finalement l'extension de notre monde, parce que enfin c'est un peu ça, on n'est jamais dans la réalité, on n'est jamais dans une utopie totale ou une dystopie totale, je dirais. Ouais. Dans notre monde contemporain, on a toujours des bons et des mauvais côtés. Et c'est vrai qu'il y a toujours des travers qui se dessinent. Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis il y a aussi ce côté, tu parlais de l'isolement. Mm-hmm. Je pense que mine de rien, en fond, il y a quand même une critique assez forte du monde d'aujourd'hui et de tous les smartphones et les trucs. Ah oui. Parce qu'il y a cette scène dans le métro où il y a une focale très très courte finalement. Il est écrasé quoi, avec les autres gens. Mm-hmm. Et on le voit faire un acte de pur, comment dire, voyeurisme, de pur, un acte qui est véhiculé par la solitude seulement, tu vois. On lui propose 2 actualités ou 3 qui sont des mauvaises nouvelles dans le monde et il les passe. Par contre, il y a une star qui se met à nu, tout de suite, il a check quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il y a une associabilisation assez forte, je trouve. Ouais, et puis je pense que c'est aussi un film qui parle de finalement le monde d'aujourd'hui et la technologie autour d'Internet et de l'hyperconnexion qu'on a entre les gens aujourd'hui a changé la relation aux autres, notamment les relations amoureuses. Bon, aujourd'hui, on sait très bien que les sites de rencontres sont de plus en plus populaires. Avant, il y a peut-être 10 ans ou peut-être plus, enfin je sais pas exactement quand c'est arrivé, mais c'était presque honteux d'avouer à des gens qu'on était sur ces sites comme ça et puis voilà de dire à des gens ouais j'ai rencontré ma copine sur un site alors qu'aujourd'hui non pas du tout, enfin c'est tellement admis, ça a transformé les relations. C'est ça, et c'est aussi la sexualité qui a changé puisqu'aujourd'hui c'est presque monétisé quoi, enfin c'est une transaction, c'est-à-dire c'est presque comme publier une offre. Comme si tu voulais vendre ta voiture, tu vas sur Le Bon Coin. Oh merde, j'ai fait une pub. Enfin, tu vas sur un site de bonnes annonces. Tu dis je vends ma voiture, il y a quelqu'un qui va acheter. Là, tu fais pareil, tu vas sur un site, tu dis je suis libre pour du sexe et des gens qui vont potentiellement te contacter, te dire on s'en rendez-vous. Enfin, c'était pas comme ça du tout il y a 50 ans. Fallait presque demander l'autorisation des parents. Enfin, tu vois, donc cette évolution aussi. Le film en parle un peu, puisque on voit énormément aussi de gens, quand on voit le personnage principal déambuler dans la rue, dans la ville, les autres gens sont après leur smartphone. C'est très souvent, très souvent. Et c'est ça, en fait, il n'y a pas besoin même de regarder le film pour voir ça. Ouais. Tu vas à Paris, je pense que là, j'ai rien contre les Parisiens, mais c'est dans une grande agglomération, on voit ça, quoi. Ouais, évidemment. Même de nos jours, enfin des fois je vais chez des copains, je vais pas citer de nom évidemment, hein, mais ça arrive qu'à un certain moment, je dis pas évidemment toute la soirée, mais à un certain moment dans la soirée, tout le monde sera sur son téléphone, à pas se parler quoi. Ouais. Et j'avais une image en tête,
j'ai peut-être vu ce truc. Ah, je crois que je l'ai vu dans un clip. Enfin, je sais plus. Mais c'était en fait une scène où t'avais des gens sur un canapé. Ils avaient tous un casque de réalité virtuelle. Je trouvais cette image Ouais. vachement forte parce que ça paraît évident qu'on en arrivera là, quoi. C'est-à-dire que à, à quoi bon se réunir si c'est pour être dans sa bulle, finalement. Ouais, il y avait cette image aussi de Zuckerberg Ah oui, avec un parterre de gens qui étaient tous avec leur casque de VR, là, de réalité oui, virtuelle. exact. Ça, c'est une image qui est assez effrayante quand même. Ça Ouais, paraît. y a que lui qui en a pas, tu vois. Ça fait un peu Ouais, contrôle. ouais, ouais. Bon. Bon, du coup, on a basculé un peu dans la science-fiction, gentiment. Ouais, c'est vrai. Après, On a oublié un peu niveau les. storytelling, il y a quand même un truc aussi qui est pas anodin, c'est que le métier de Théodore, c'est quand même orienté vers Mm, les lettres d'amour, quoi. Le mec, enfin, mm. pas que, mais il fait quand même. D'ailleurs, à la fin, il se fait éditer, hein. C'est une belle histoire. Ouais. Mais en fait, il est bon. Enfin, c'est un romantique, quoi, le mec. Donc, Mm. ça en fait un sujet idéal pour le film, finalement. Ouais, ouais, c'est vrai que. Donc, encore une fois, bien choisi, quoi. Parce que ouais, c'est vrai que quand on écrit une histoire, on essaie de caractériser les personnages, leur métier, leur niveau de vie, leurs habitudes. Et à travers ça, Puis je pense qu'il l'a choisi aussi pour que ce soit le prisme de son. Enfin, tu vois, c'est une sorte de mise en abîme finalement. Le gars, son état d'esprit dépend aussi. Enfin, ce qu'il produit pour les petites histoires là qu'il écrit. euh, ce qu'il écrit dépend de son état d'esprit, je veux dire. mhm. Donc forcément, tu peux voir en tant que spectateur l'état d'esprit du personnage évoluer en fonction de ce qu'il écrit. Parce qu'à un moment donné, son collègue de boulot lui dit bah, ça va pas, tu vas pas écrire ça, quoi. Puis là, tu sais que le personnage est forcément. Enfin, c'est un bon moyen de transmettre l'information à ce niveau-là, je trouve. Ouais. De dire, voilà, le personnage va mal, donc il produit des choses mal. Mhm. Et, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, quand tu écris quelque chose, en général, ça émane directement de toi et de ton état d'esprit, donc ça paraît logique. Exact. Surtout que le personnage vit quand même beaucoup dans le passé, dans cette espèce de relation idéale qu'il a eue dans son précédent mariage avec Rooney Mara. Et il a du mal Mhm. à en sortir, quoi. Voilà, c'est un personnage qui est bien écrit pour cette histoire. Mhm. Ouais. Mais du coup, je trouve que ça fait sens. Enfin, son métier ne fait sens que pour l'histoire. Parce que, enfin, d'une certaine manière, je me dis, ça crée quand même une petite incohérence. Enfin, si je veux vraiment être tatillon. Mhm. Mais par rapport à l'univers, je me dis que si l'intelligence artificielle arrive à un tel niveau, c'est que potentiellement, technologiquement, on a trouvé les moyens de remplacer son poste par une machine. Et d'ailleurs, le film le prouve parce que l'intelligence artificielle est elle-même plus forte que lui quand il s'agit d'écrire des poèmes. Tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Donc, mais après, c'est vrai que ça reste indispensable d'avoir un personnage humain pour l'identification et que, enfin, je pense que Spike Jonze en est très conscient lui-même de cette transgression-là. C'est un plot holes, comme on dit, Mhm. Ouais, mais puis après, bon, à la fin, on peut imaginer que son métier disparaît ou quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que l'évolution de l'IA du début à la fin est fulgurante, quoi. mm, Et c'est vrai que oui, ça fait pas trop de sens d'avoir encore un programme qui permet ouais, des gens de raconter des trucs et de les écrire, alors que oui, elle est même capable d'écrire des chansons aussi. Ouais. Donc là, sci-fi. Enfin, je sais pas si t'as encore quelque chose à dire sur le storytelling, finalement. euh, non, euh, oui, si, en fait, si, il y avait un truc quand même. Euh, enfin, il y a une réflexion que je me suis faite pendant le film. Je me suis dit, ce serait bien de voir le même film, mais sans la voix de Scarlett Johansson, sans la voix en fait de l'IA, D'accord? de le voir lui parler tout seul, tu vois, de ne pas être, Ouais, de ne pas avoir cette double, enfin, le dialogue finalement quoi, ouais, qu'il ouais, ouais. entretient avec l'IA, et je pense que ça donnerait, enfin. Faudrait voir cette version-là du film après avoir vu la version normale. Mais je me dis que ça donnerait peut-être enfin, ça pourrait avoir un effet encore plus impactant sur les spectateurs en se disant que finalement,
la technologie peut vraiment nous rendre pas dingues, mais nous faire avoir des comportements qui sont quand même assez étranges, même voire très étranges. Ah oui, tout à fait. Euh, Bah, il y a même une scène où même en entendant la voix de l'IA, je trouve que le mec il a l'air d'un con. C'est quand il se filme ouais. et il tourne comme ça, il fait une sorte de. Voilà, il court, en fait, il suit ce que Samantha lui dit de faire. À un moment donné, elle lui Mm. dit ferme les yeux, va, avance de quelques pas, elle dit j'aimerais un tacos pizza ou enfin, je sais plus quoi, un truc sans fromage ou enfin un Mm. sandwich quoi. Et après, il ouvre les yeux, il se trouve devant un marchand de nourriture quoi. Et c'est vrai que cette scène-là, Ouais, j'allais te citer la même. Ouais, c'est vrai que tu te ça. dis, ouais, il semble un peu fou finalement. Parce que les gens qui sont Mm. autour, s'ils n'ont pas conscience qu'il est avec son OS, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Mm. Mais ce qui est pas, c'est que bon, personnage en lui-même ne s'intéresse pas vraiment à ce que pensent les autres. Et il vit Mm. vraiment son truc. Je pense qu'il est un peu dépassé aussi. Enfin, je sais pas, c'est. On peut pas vraiment nier les sentiments en fait, qu'ils ont l'un pour l'autre, je pense. Après, ça pose la question Mhm. est-ce que finalement l'amour en tant qu'avec un grand A là, peut être vraiment réel sans interaction physique? Et la réponse que le film semble donner, c'est oui. Mais à mon avis, Mm. il y a aussi une sorte de redéfinition de l'amour traditionnel d'aujourd'hui qui est monogame, qui est égoïste presque. Mm. Alors qu'à la fin, voilà, on apprend que la l'IA, elle aime, je crois, 600, ouais, si j'avais noté 641 Ouais. personnes en même temps, avec la même Mm. intensité, et elle lui dit je suis à toi et je ne suis pas à toi. Donc c'est Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la physique quantique un peu. exactement, ouais, C'est- c'est Mm. donc c'est peut-être une évolution aussi de l'amour que la technologie va nous apporter, qui va nous faire comprendre quoi. Parce que finalement, l'amour aussi a ses défauts avec voilà, on connaît les. C'est presque l'amour et la folie, c'est les deux faces d'une même pièce quoi. Mm. Puis voilà, la tristesse qui est toujours là, pas très loin aussi d'une relation amoureuse heureuse. Comme le voit le personnage, il a vécu très heureux avec sa femme avant, puis là il est très malheureux, il n'arrive pas à lâcher prise. D'ailleurs, au début, on sent qu'il veut pas se lancer dans une relation avec Samantha. Tu sais, il lui dit, ouais, ils Mm. sont un peu gênés les deux, puis il lui dit, j'ai pas trop envie de commencer quelque chose et tout, puis elle dit, mais moi non plus. Enfin, tu sais, c'est un peu rigolo, mais Mm. on sait qu'en fait, il sait pas trop ce qu'il veut ce gars. Et, Bah, ça va par palier, hein. Tu vois, comme là, quand elle lui dit, bon, j'ai une personne, une fille là, qui veut jouer l'avatar, tu vois, oui, pour passer une soirée ensemble et qu'on ait un contact physique. Tu vois, c'est ça aussi, ça le met mal à l'aise forcément parce que c'est très étrange comme situation. ouais, Euh, c'est clair. Puis on peut se poser la question aussi, cette fille-là qui accepte de faire ça, c'est étrange quoi. c'est ça, Quelles sont ouais. ses motivations? Si elle doit être un petit peu névrosée aussi, enfin, Mm. c'est une activité étrange. Ouais, c'est le dérivé de la. Je vais pas dire la cowgirl, mais c'est un peu ça, quoi. Sauf Ouais, que là, c'est pas. C'est même pas de l'argent, en fait, apparemment, c'est. Enfin, elle lui dit dans le scénario que c'est pas. Enfin, dans le film, ouais, qu'elle est pas payée, et que. Enfin. elle semble se nourrir de l'amour des deux personnages. Donc ouais, c'est aussi, encore une fois, je pense que cette scène nous montre, là je pense qu'on est un peu dans la science-fiction, du coup dans la partie science-fiction, mais nous montre que l'avenir, euh, via les technologies, va transformer façon dont on aime et dont on a des relations avec les autres, quoi. Mm. Avec Ouais, et puis il y a aussi un côté critique un peu des extrêmes que peuvent créer. Enfin, que peut créer une société hyper technologique et hyper connectée, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça. c'est- Enfin, je veux dire, dans les dérives, ça peut créer des personnalités assez extrêmes finalement, enfin assez borderline. Ouais, Parce oui, que, tout à fait. comme tu dis, la fille, elle est borderline. Enfin, je veux dire, c'est. Aujourd'hui, ça viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de faire ça. Enfin, peut-être, j'en sais rien. En fait, ouais, je m'avance peut-être un peu trop là. Mais... Ça fait un peu Euh,
Enfin, il y a dans Black Mirrors, peut-être qu'on fera un podcast là-dessus, mais ça serait cool d'ailleurs. Mais dans un des épisodes, alors c'est l'épisode spécial Noël de la saison 3. Enfin, en gros, c'est la saison 3. Ah bah, du coup, je l'ai pas vu alors. Ah mince, bon bah je te spoil pas. Bon bref, il y a une scène qui est assez proche, on va dire. C'est voilà, une scène assez proche voilà, qui renvoie un peu aussi à le futur des relations via la technologie et est-ce que ça permet. Mais oui, après, aujourd'hui, des gens tombent amoureux derrière un écran en fait. Ils se voient par webcam de temps en temps et ils chattent. Mais ça n'empêche que. Ouais. Alors d'où ça vient? Est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce que c'est pas plutôt une sorte d'attachement? Ou on peut toujours en douter, évidemment. Mais... Puis il y a un côté, on se projette dans l'idée qu'on se fait de la personne aussi. Et je me dis que ça avait déjà été traité d'ailleurs d'une certaine façon, ça avait été traité dans le film Simone. Tu sais, Simone avec Al Pacino. Oui. Je sais pas si t'as vu ce film. Oui. C'était ça, mais version extrême. Je veux dire, on se faisait l'idée d'une star qui existe, mais qu'on n'a jamais vue finalement. Et on se pose pas la question de... Oui, c'est qu'une image. Voilà, ouais. Et finalement, c'est ça. Les relations amoureuses aujourd'hui, ou les relations de manière générale, notamment avec Facebook qui a comme mission de rendre le monde plus connecté, bah, on rentre dans ce schéma-là, je trouve, on se fait une idée de la personne d'après ce qu'on voit d'elle sur Internet. Bien sûr. Hein. Mais quand on la rencontre en vrai, bah en fait, c'est pas forcément la même chose. Il y a des distorsions, quoi. Ouais, de toute façon, c'est clair et net que là, Facebook par exemple, des gens vont juger d'autres personnes par rapport à certains. Juste leur activité qu'ils ont sur la plateforme. Et voilà, faut pas confondre vie privée et vie publique non plus. Ouais. Parce que Facebook, si c'est le but c'est de raconter sa vie, ça crée un peu quoi. Faut pas non plus mettre tout transparent. Et ouais. Ouais, et puis après ça pousse les gens forcément à choisir aussi ce qu'ils montrent. C'est pas. Bah oui, parce que c'est fake, hein, c'est clair, c'est fake. On se crée une image. Son image de soi, c'est un truc qui est important pour l'ego. Hein. Donc, ouais. Alors on parle d'image de soi, et qu'en est-il de la conscience de soi? Parce que là, on a une intelligence artificielle qui est quand même... qui tend à avoir conscience d'elle-même. Alors, je sais pas trop où est la frontière entre avoir vraiment conscience de soi ou simuler le fait d'avoir conscience de soi. Pour une intelligence artificielle, c'est assez compliqué de déterminer... Même s'il y a des robots, des intelligences artificielles qui passent les tests haut la main, il y a toujours un problème de... Enfin, scientifiquement, c'est quand même dur de savoir où est la frontière. En fait, le truc, c'est que voilà, si je te demande de me prouver que tu as conscience de toi, tu vas me dire quoi? Ouais, tu vois, enfin, alors un robot, c'est pareil. Bah, je crois que c'est dans le film Transcendance qu'il y a que l'IA, justement, on lui pose la question, elle répond aussi. À Morgan Freeman, d'ailleurs, elle lui dit et vous, pouvez-vous me prouver que... Alors, je sais pas si c'est exactement conscience de soi, mais bon, c'est un truc dans le genre, quoi. C'est lié à l'intelligence et le niveau de conscience. Parce que le personnage de Samantha, là, l'IA dans le film, Her, semble extrêmement évolué et indissociable de l'humain jusqu'à un certain point où même elle le dépasse, quoi. Après, enfin, le film, il s'oriente quand même vers deux questions. La première, déjà, c'est est-ce qu'un homme peut tomber amoureux d'une IA? Et aussi, est-ce qu'une IA peut tomber amoureux d'un être humain? Et les deux questions ont une réponse similaire, c'est oui, je pense. En tout cas, il semblerait que le film montre en tout cas que le Joaquin Phoenix est amoureux. Hein. Après, est-ce que l'IA fait semblant? Difficile à dire. Ça. Hein. Après, c'est ça le dilemme, effectivement. En tout cas, l'IA n'a jamais montré comme manipulateur. Elle n'a jamais cette étiquette de, tu vois, contrôle ou c'est pas l'IA de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est vraiment différent. En fait, on sent pas dans le film qu'elle fait des choses pour en tirer des avantages, quoi. Je pense. Bah, en tout cas, il y a rien qui nous laisse penser que ça pourrait être le cas. Oui.
mais ça reste quand même une interprétation que n'importe qui peut avoir librement. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça pourrait remettre en cause pas mal de choses dans le film. C'est pas... Mais en tout cas, pour en revenir à la question de science-fiction et l'avenir, est-ce que ce film-là nous renseigne sur l'avenir? C'est clair. Enfin, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il y a des gens un jour qui tomberont amoureux de leur ordinateur. Mm. C'est déjà presque le cas. Enfin, en tout cas, pas en Oui, termes de pas sous la tomber même amoureux. forme, ouais. Ouais, mais quand tu vois les gens qui sont attachés à leur avatar dans des MMORPG ou dans des jeux de rôle etc. et Mm. qui passent la moitié de leur vie finalement sur ces mondes virtuels à créer, améliorer, faire évoluer leur deuxième moi, qui est sans doute plus intéressant que leur vrai moi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'ils se disent, mais ils ont tort, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Et vu qu'on va aller de plus en plus vers des mondes virtuels et des l'Oculus Rift. Après ça existe parce qu'il y a une forme de gamification aussi. Je veux dire, bah, comme elle lui dit un peu dans le film, tu t'as décidé de fuir les émotions réelles. Et quand on s'enferme dans les jeux vidéo, finalement, on fuit la réalité des choses. Et on se dit que c'est plus facile, entre guillemets, de booster un personnage à un niveau élevé que de se booster soi-même en tant que personnage de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. De la réalité. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a un côté, bah, je sais plus où est-ce que je voulais en venir, mais oui, il y a un côté fuir les réalités. Et c'est, oui, ça existe dans les jeux vidéo parce que, à mon sens, il y a aussi le principe de gamification. On rend les choses ludiques. Ouais. Et finalement, tomber amoureux d'une IA comme Théodore le fait, il y a aussi un aspect ludique. Parce qu'au début, il s'amuse avec elle. Enfin, c'est un jeu au début pour eux. Ouais, c'est vrai, on le voit bien Mais, quand il installe l'IA, il est surpris d'abord de la première conversation qu'il a avec. Enfin, je pense qu'il est surpris par enfin, le niveau de conscience quelque part déjà la sophistication en fait du truc. Parce que ouais, nous on est habitués aux IA de type iPhone et Microsoft et compagnie, Google, tout ça, qui sont très basiques encore. Je veux dire, pas vraiment avoir une conversation avec ça. Alors que lui, il semble avoir une conversation. Enfin, il en est surpris quand elle lui dit qu'elle analyse ses mails en moins d'une fraction de seconde, ou qu'elle a choisi son prénom en moins d'une seconde en lisant plein de livres et tout ça. Il est choqué, quoi. Et c'est là que tu te dis, waouh, là tu fais face à quelque chose quand même qui est potentiellement flippant. Moi, ça me ferait flipper un peu d'apprendre ça. Tu discutes avec un truc qui est capable de lire toute ta bibliothèque en une seconde. Donc, la somme de connaissances qu'elle est capable d'encaisser, d'assimiler. Après, effectivement, la question c'est l'émotion. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de développer une émotion? Alors l'amour, mais même d'autres. Hein. Je sais pas. Ça me semble. Moi, je pense que si on considère les choses de manière très pragmatique, très scientifique, très mathématique, quoi. Mais c'est vrai qu'après, peut-être que ça va au-delà, quoi. Je veux dire, une émotion, c'est pas forcément. Il y a quelque chose d'abstrait que seul l'humain peut comprendre finalement. C'est vrai. Et puis il y a aussi. On sait tous que les émotions, c'est aussi un cocktail chimique dans le cerveau. Alors, du coup, ça voudrait dire que pour avoir un intelligence artificielle capable d'émotion, c'est-à-dire qu'il faut être capable de programmer des émotions qui sont chimiques, enfin qui résultent de processus chimiques. Il faut les coder, quoi, ces trucs-là. Ouais. Ça, moi, je suis pas informaticien, mais ça m'a l'air compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah après, la complexité, je pense que c'est un défi qui pourrait être relevé à un moment donné ou à un autre. Mais par exemple, si on décide d'utiliser une certaine technologie pour créer des émotions, un cerveau artificiel, on va dire, qui reproduit les mécanismes de la chimie du cerveau humain, mais qui n'utilise pas les mêmes matériaux, est-ce qu'on peut parler d'émotion, tu vois? Oui. Est-ce que là, on peut parler d'émotion? Je sais pas. Enfin, pour moi, oui, mais ce sera pas de l'émotion humaine. Donc, ouais, c'est vrai. Après, c'est un peu comme si on créait plusieurs espèces d'émotions, tu vois, comme des espèces animales, mais... Ouais, puis on peut se poser la question aussi dans l'autre sens. Est-ce que si tu prends un être humain et que tu l'enlèves de son corps,
avec les fameuses théories de l'upload de conscience dans un ordinateur, quoi. Donc ouais, transhumanisme à fond. Est-ce que... Bah, la question des émotions, du coup, elle est quand même bizarre, puisque il a plus accès à son cerveau, donc il a plus accès à de la matière organique qui produit voilà, des trucs chimiques et tout. Donc ça implique que l'émotion, finalement, serait pas vraiment chimique ou quoi. Donc, ou alors qu'elle pourrait adopter une autre forme, ouais. Après, l'IA, on le sent bien dans le film, elle semble elle-même surprise par ce qui lui arrive. Ouais. Et ça, c'est fou. Alors, et après, est-ce qu'elle fait pas semblant d'être surprise, tu vois? Ouais, ouais. Est-ce qu'elle simule pas le fait d'être surprise parce que ça lui paraît logique? Parce qu'à un moment donné, même, il lui dit pourquoi tu respires comme ça alors que toi, t'as pas besoin d'oxygène? Et elle lui dit bah je sais pas, parce que tu vois, parce que toi tu le fais, parce que vous le faites, c'est votre manière de communiquer. Donc ça revient sur ce principe de, tu vois, quand quelqu'un te sourit, tu lui souris parce que t'as Ouais, c'est vrai, un ça. mécanisme de miroir. Mais finalement, est-ce qu'elle le fait parce que, enfin nous on le fait aussi pas parce que, pas uniquement parce que on a un mécanisme de miroir qui nous permet de répéter ce que l'autre fait, enfin, ce qui nous incite plutôt à répéter ce que l'autre fait en face de nous. Mais aussi parce qu'on est humain et parce qu'il y a quelque chose qui nous définit quelque part, tu vois. Donc cette chose-là, la trouver dans l'intelligence artificielle, c'est une question assez fondamentale. Bah ouais. Bah, au final, c'est vrai que cette scène-là, elle nous montre l'IA simulée. Donc, ça pose la question, est-ce que elle l'a fait dans d'autres passages du film? Ouais. Est-ce que... en plus, à la fin, on apprend qu'elle a caché quand même quelque chose au personnage principal. Elle a caché le fait qu'elle discute en simultané à d'autres gens, des milliers, et qu'elle est amoureuse de plus de 600 autres personnes. Et elle dit, je savais pas comment t'en parler, ça fait plus d'une semaine, enfin... Après, on apprend quand même dans le film que l'OS1 est un système donc d'apprentissage par soi-même. Ouais. Ce qui est donc en train d'arriver. Aujourd'hui, les développements Le machine learning. Voilà, de l'intelligence artificielle, c'est ça qu'aujourd'hui, c'est plus programmer tout. C'est comme un être humain qui apprend, un bébé, tout ça. Bah, comme Chappie, quoi, en fait. Ouais, c'est aussi similaire, ouais, Chappie, dans ce style. Après, là, l'intelligence artificielle, ce que j'aime dans ce film, c'est aussi la fin. C'est que toutes les IA, enfin, apparemment, toutes les IA, c'est Samantha qui le dit, se barrent. Alors se barrent où tout ça, c'est des questions métaphysiques presque, mais ça pose la question de la... C'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, si tu crées une super intelligence artificielle, comment on peut la comprendre, quoi? Comment on va finir par... Déjà, évidemment, on imagine tout le temps des menaces, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est juste une question de compréhension. Elle va forcément penser à des trucs que nous, on n'a même pas idée. Tout comme nous, on pense à des trucs très complexes que des chats, tu vois, ne pourraient pas comprendre. Enfin, la physique quantique, j'ai déjà essayé de parler à un chat de physique quantique. Ça marche pas trop. C'est dur. À part celui de Schrödinger. Oui, celui-là, il est assez fort à ce niveau. Mais il disparaît, donc c'est chiant, il meurt, il vit, il meurt. Bah, tu sais pas, en fait. Ah ouais. Il est les deux. Ouais. Mais ouais, non, donc du coup, c'est vrai que il y a de plus en plus d'arguments qui disent que on dit souvent on va découvrir une forme de vie intelligente extraterrestre et que peut-être qu'on va rentrer en contact avec, mais je pense qu'en fait la première intelligence extraterrestre avec laquelle on va interagir, ça sera notre propre création. Ça sera peut-être le prochain Windows, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Ou Mac, je vais pas faire de préférence. Ou Linux. Ou Android. Voilà, et d'autres. Il y a plus de chances que ce soit Android pour le coup, là. Je pense que... Ouais, c'est vrai qu'ils sont assez on the edge. Enfin, ils sont... Voilà, ouais. ils sont... C'est ça. Puis avec 37 milliards de dollars par trimestre, je pense que ça avance vite, quoi. Ouais, ils n'ont pas trop de soucis. Puis ouais, ils développent énormément de programmes. Donc ouais. Mais je pense que tu soulèves aussi une question intéressante au niveau du fait que ce soit un OS 1, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a une thématique qui est un peu sous-jacente au film, c'est que ça pose finalement la question de
du prototypage et du fait d'essayer des nouvelles versions d'un modèle, d'un produit technologique sur la population, en vrai, tu vois. C'est-à-dire quand tu sors une voiture, forcément tu sors une voiture qui est carrée au niveau sécurité, tu vois, tu fais le maximum en termes d'ingénierie pour que tout soit prêt pour que la voiture puisse circuler. Et même je discutais d'ailleurs il y a pas longtemps avec un mec qui travaille chez Peugeot, il disait même un prototype qui est breveté finalement, enfin qu'on pourrait breveter pour qu'il circule en normal quoi, qu'il soit en circulation. Même un prototype comme ça, on le fait circuler encore 1 an ou 2 pour voir s'il y a vraiment pas de soucis, tu vois, Ouais, je vois. en le testant vraiment sur le terrain. Et là, en fait, les nouvelles technologies, c'est tellement accessible, en fait, la barrière est tellement basse pour créer quelque chose de nouveau et d'innovant en informatique, quoi, que ça pose quand même une question, c'est est-ce que finalement, on ne devrait pas, nous, en tant qu'utilisateurs, se méfier de ce qu'on nous fait essayer, ce qu'on nous fait utiliser. Parce que là, quand même, ça a eu un impact énorme sur lui, quoi. Je veux dire, ça a changé complètement sa vie, quoi. Ouais, puis pas que la sienne, hein, quand tu vois les gens autour de lui. Oui. Et d'ailleurs, il y a Tesla qui a sorti la voiture, enfin, il y a Elon Musk, pardon, qui a sorti la voiture Tesla. Oui. Et il a rencontré ce problème-là, de ne pas pouvoir sortir une voiture. Lui, il a commencé, il avait rien dans les poches, quoi, tu vois. Putain, c'est fou, ça. Il avait pas assez pour sortir une voiture prototypée, et tester, etc. Il aurait fallu des milliers de dollars, voire même des millions. Oui. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, bon, l'histoire est assez drôle. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une voiture, il a essayé de construire sa voiture et il l'a vendue à tous les gens qui étaient dans la Silicon Valley, qui étaient fans, tous les milliardaires qui étaient fans des innovations. Ouais. Donc en fait, pendant un certain temps, il y a des milliardaires qui ont circulé avec une voiture qui était absolument pas homologuée pour être en circulation. D'accord, il a vendu ça un peu au black, quoi. Bah ouais, carrément. Hein. Enfin, il a vendu ça de façon illégale. Et je me dis, s'il y a un mec qui est capable de faire ça sur une voiture, jusqu'où ça peut aller? Et effectivement, ça pourrait aller jusqu'à une intelligence artificielle qui n'est pas encore testée sur assez de gens pour pouvoir être homologuée, entre guillemets, et qui d'un coup bouleverse 640 personnes, tu vois. Enfin, voire même plus. Bah ouais, non mais c'est sûr. Après ouais, on a toujours cette... C'est vrai que finalement j'avais jamais pensé à ça, mais le OS1, ouais, il sous-entend un premier test. Enfin, j'imagine que c'est un à tester avant, mais de simple fait que l'intelligence artificielle évolue d'elle-même rend le futur imprévisible. Et on sait tous que voilà, il n'y a pas de bouton arrêt. Tout comme aujourd'hui, Google ou Internet, il n'y a pas de bouton arrêt, quoi. Ça s'est répandu. Sauf dans South Park. Dans South Park, il y en a. Ah ouais. Pardon. C'était privé de jeu. Ouais. Mais ouais, tu vois, le truc, c'est que je vois pas aujourd'hui comment arrêter un truc comme Internet. Donc, si tu lances, admettons, Internet évolue dans une intelligence artificielle qui te parle, qui interagit avec toi, qui t'accompagne avec ton téléphone et tout, hein, en gros, ce qu'on voit dans le film, on n'aura aucune idée de comment ça va évoluer. Ça évoluera probablement à l'opposé de ce qu'on imagine. Parce que c'est quand même souvent le cas. Surtout avec des trucs comme ça, c'est imprévisible à souhait, quoi. Enfin, ouais. Donc, ouais, tu te dis... c'est vrai qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui est un petit peu calé en informatique, qui bidouille dans son garage une intelligence artificielle et qui la relâche sur Internet, potentiellement, elle va pouvoir peut-être se multiplier et être adoptée par des gens en mode open source ou toi, et puis ça peut se répandre et on sait pas trop après si cette chose-là, elle est... parce que si on parle d'intelligence, forcément, c'est pas non plus sortir un nouvel objet ou c'est quand même quelque chose d'intelligent, donc quelles sont ses motivations, quelles sont ses... Ça existe déjà hein, dans le milieu de l'open innovation, tu as déjà des intelligences artificielles qui sont... je crois que même Google a donné carrément ses assets pour pouvoir construire une IA. Bon. Il me semble qu'ils sont en ligne. Ah bon si je dis pas de bêtises, il y a une grosse boîte qui l'a fait, je sais plus si c'est Google ou une autre. Ouais. Mais ils ont donné carrément il y a un site où tu peux télécharger tous les assets, quoi, le framework complet pour avoir une... Voilà, donc ça risque d'arriver.
Après, voilà, hein, c'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est pas, voilà, c'est juste une question à se poser. Le personnage, voilà, je dirais dans Her, on est quand même plutôt sur un côté positif, enfin, optimiste quelque part. Puisque Mm. au final, les intelligences artificielles, les OS1, là, elles étaient présents sur Terre pendant une courte période de temps finalement. Je sais pas exactement si on peut savoir la durée réelle dans le film, si c'est Mm. un an ou 6 mois ou quoi. Mais l'évolution en fait du personnage de l'OS et jusqu'à le point final où ils décident tous de partir, ça fait vite et ça laisse le monde quand Mm. même dans un état bien. Enfin, il n'y a pas eu de catastrophe ou si ce n'est un peu émotionnel quoi. Mais le personnage principal, finalement, je pense qu'il a compris à travers ce qu'il a vécu que voilà que la solitude déjà, elle peut pas être comblée par une autre personne parce que voilà, il est même quand il est en relation avec l'intelligence artificielle, alors certes, il n'y a pas de contact physique ou de relation intime et tout ça, mais ça n'empêche que il demeure seul. Il n'y a qu'à la fin où, voilà, il est avec cette fille, sa voisine, je crois, et, sur le toit, et voilà, c'est un indice de la suite de son aventure, quoi, si on veut, mais finalement, il n'y a pas eu de catastrophe comme on peut en voir avec Skynet dans Terminator, hein. Ouais, c'est pas la fin de l'humanité, C'est ouais, c'est ça, clair. c'est C'est, même quelque chose où les humains ont appris c'est... peut-être à travers ça. Et, Je me demande si aussi il est pas décrit comme un phénomène assez marginal. Parce que 640 personnes, ça paraît beaucoup à l'échelle d'un humain, d'un individu, mais mm, à l'échelle d'une ville ou d'un monde entier, tu vois. Je veux dire, c'est sûr. c'est pas. Voilà quoi. Mais le truc, c'est que Samantha dit qu'elle est amoureuse de 641 personnes, mais ça veut pas dire que. Tu crois que l'OS, c'est qu'un OS dans tous les téléphones du monde? Finalement, Alors, moi je l'ai compris comme ça, mais c'est possible que ce soit. ou qu'il y en ait plusieurs. Parce qu'à un moment donné, elle a des conversations avec un type qui est mort. Enfin, tu sais. En gros, c'est Oui, un mec, un auteur, ouais, je un crois. auteur ou Je- philosophe qui est mort il y a enfin, je sais pas quand, en fait, je me rappelle plus de son nom, mais qui a été digitalisé, si on peut dire ça, et Mhm. finalement, c'est assez étrange, mais donc ce type-là, est-ce que c'est une intelligence artificielle euh, séparée de Samantha, ou est-ce que c'est la même, mais une autre personnalité? Est-ce que c'est finalement un peu quantique comme truc, que tout, Ouais, je pense, qu'ils ouais, sont tous il y a un connectés? côté. Oui, c'est ça. C'est un peu. Là, tu te poses la même question que l'électron qui va dans un sens et dans l'autre en même temps, tu vois. Ouais, Enfin, c'est ça. c'est ça, c'est une question qui est pas. Je pense que si le film n'y répond pas clairement, c'est que c'est aussi ça, quoi. Mhm. Tu peux pas. L'intelligence artificielle lui aurait répondu clairement au personnage de Théodore, si elle avait pu. Mhm. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mais Ouais, ça se voit qu'à la fin, on a atteint un niveau de conscience. ils arrivent plus à communiquer et à se comprendre, hein. Hmm. Après, bon, la technologie, finalement, on peut pas dire que les émotions qu'a vécu le Théodore sont fausses. Donc, Hmm. finalement, c'est aussi une certaine promesse pour l'avenir. C'est-à-dire de pouvoir être touché émotionnellement par alors, à travers la technologie, à travers la distance aussi. Comme on l'a dit aujourd'hui, hein, on peut communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la planète et ressentir des choses. Hmm. La toucher, quoi, cette personne, à travers, Ouais, même à travers des vidéos. Bon, après, voilà, mais la technologie, ouais, aujourd'hui, peut-être non, c'est. s'oriente vers ça, c'est pas forcément négatif. Après, oui, je pense qu'il y a quand même une autre thématique, enfin, peut-être pas thématique, mais aspect du film, c'est que, si on regarde bien, c'est Los Angeles du futur, il a l'air un peu parfait, quoi. C'est une ville hyper moderne, plein de gratte-ciel, il y a plein d'activités, de belles lumières, des écrans, c'est joli. On a vraiment l'impression que le type, il a une vie très confortable, quoi. Il a un bel appart, alors c'est peut-être son Hmm. niveau social, peut-être, mais on voit jamais de pauvres dans la rue, on voit jamais de gens en difficulté. Tout est très moderne, tout ça. Malgré ça, il est seul et il est triste. Donc, Oui, ouais, c'est vrai que ça. ça aussi, c'est l'espèce de d'hédonisme de croire que le bonheur Hmm. se trouve dans les choses matérielles et le confort et compagnie, ou même dans les relations. Hmm. Alors que non, Ouais. c'est une prise de conscience intérieure, quoi. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai que
il y a cet aspect-là. Après, je me dis aussi, il a peut-être voulu s'affranchir de la possibilité de traiter ces thématiques-là en parallèle, parce que ça aurait peut-être fait un peu chargé. Donc il a peut-être décidé d'aseptiser l'ensemble, pour se dire, je vais me concentrer sur une histoire d'amour dans un monde Ouais, idyllique. Enfin, tu vois. oui, oui. Ce qui paraît logique en tant que storyteller, mais après, c'est vrai que par rapport à l'univers qui est montré, il y a aussi une relation avec la thématique, je suis Mm. d'accord. C'est... Parce que c'est vrai que c'est un film de science-fiction, certes, mais enfin, comme tu disais, t'enlèves l'IA, c'est une histoire d'amour classique. Enfin, classique, non, mais Mm. c'est une histoire d'amour. Donc c'est une romance de science-fiction, en fait. Ça qui est bien aussi C'est avec vrai. la science-fiction, c'est que ça permet vraiment de mélanger les genres, d'avoir de la science-fiction horreur avec un film comme Alien, ou de la science-fiction comédie, peut-être aussi avec H2G2 ou d'autres. Mais là, c'est de la science-fiction Ouais, romance. Il y a plusieurs. Il y a des mélanges intéressants qui se font avec la science-fiction que d'autres genres sont pas potentiellement. Enfin, par exemple, oui, le film d'horreur peut aussi être drôle. Il l'est souvent d'ailleurs. Même alors après, quand il l'est puis que c'est pas voulu, ça pose problème. ouais. Mais Non, mais je te rejoins, c'est par exemple la comédie peut pas être. Enfin, oui, voilà, si t'as des idées de faire rire, tu fais rire, quoi. c'est ça, tu Et- peux pas faire peur en même temps. Mm. C'est un- Alors que si t'as décidé de placer ton histoire dans un univers de science-fiction, c'est pas forcément que tu vas traiter des thématiques propres à la science-fiction, Oui, à la science, à l'anticipation ou quoi que ce mm, soit. c'est vrai, C'est vrai que tu peux te libérer de ce carcan et l'utiliser comme support finalement. exactement. Mm. Et au Et alors, ouais, vas-y. il y a juste un truc, j'avais noté deux, trois choses qui sont un peu en dehors du film, mais qui m'ont quand même fait penser à Her, parce qu'on parle beaucoup d'émotions. Mhm. J'avais lu des lois sur la mécanique des réflexes instinctifs, je sais pas si ça dit quelque chose. Non, pas vraiment. C'est, tu sais, le genre de réflexe que tu peux avoir, bah, on en parlait tout juste avant, si quelqu'un te sourit dans la rue, tu vas lui sourire, Oui, avec naturellement, parce les. qu'on a des miroirs dans la Ouais, tête, ouais, quoi, on des fait jeunes miroirs, ouais, ouais. ça. Et pareil, si il y a, je sais pas moi, quelqu'un qui, enfin, un groupement de gens autour d'une certaine zone dans la rue, par exemple, tu vas être incité à savoir ce qui se passe, ce que les gens, enfin, ce qui attire les gens. Oui. C'est voilà, c'est tout ça. Et en fait, il y a des lois qui ont été établies par rapport à ces phénomènes comportementaux humains. Mhm. Et il y en a deux en particulier qui disent, alors la première, c'est que enfin, il existe aucune émotion qui ne peut pas être déclenchée par un réflexe instinctif, Mhm. tu vois. Et la deuxième loi, c'est il existe aucune action qui ne peut être déclenchée par une émotion, tu vois. Et je trouve que ces deux lois, elles résument assez bien ce qui se passe dans la tête de Théodore dans Her. Mhm. C'est que, tu vois, il est d'abord piégé par ce côté effet miroir. C'est que il est en face de lui enfin quelqu'un, tu vois, Ouais. une entité qui représente finalement tous les attributs d'une personne. Et en fait, il va par ce biais-là être amené à déclencher intérieurement des émotions. Oui. Tu Ouais, vois, je vois. Ouais, enfin ouais, voilà, ouais. c'est un truc. Ouais, c'est évident. De toute façon, les émotions, c'est clair que c'est. Je sais plus le chiffre exact, mais il me semble que plus de 90% de ce qui se passe dans la vie tous les jours est inconscient. Hmm. Même plus, 99% en fait. Et des fois, on fait des choses, et d'un seul coup, on réfléchit, et on se dit, est-ce que c'est moi qui ai voulu ça en fait? Alors après, bon, ça pose la question du libre arbitre et tout ça, hein. Mais effectivement, on est des Hmm. machines. On est quand même assez proche d'une machine. Alors, évidemment, on peut en discuter. De toute façon, on va arriver. Je pense que c'est intéressant cette période de l'évolution humaine, c'est qu'on est à une époque où on va avoir des réponses à des questions existentielles en fait, à travers notre propre technologie, puisqu'on va créer des robots ou des intelligences artificielles, et ces créations vont nous donner des réponses sur notre propre nature. Hmm. Si on n'arrive pas, par exemple, à rendre une intelligence artificielle consciente de soi, on va se dire que finalement, il y a un ingrédient en plus chez nous qu'on n'arrive pas à Hmm. programmer ou même à faire apprendre. Alors après, on peut partir sur est-ce que c'est l'âme ou des concepts transcendantaux, mais après, les matérialistes diront que on est que des machines et que tout est émergent du cerveau,
et que par conséquent, on va faire des robots qui seront indissociables des humains, puisque au final, on est des robots quelque part. Je dirais que, comme souvent, la réponse est probablement entre les deux. Je pense pas qu'on arrivera à faire des robots qui sont exactement comme les humains. Ouais, peut-être qu'ils nous ressembleront trait pour trait, oui, avec de la peau synthétique et tout ça. Mais dans le comportement, il y aura toujours quelque chose qui nous différencie. Et ouais, c'est ça en fait. Après, ça veut pas forcément dire qu'on a une flamme divine, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Après, dans le film, à la fin, enfin, on pourrait presque se dire que Samantha, enfin l'IA en général, en quittant comme ça la Terre, en évoluant dans une sphère incompréhensible pour l'être humain, ça devient en quelque sorte une entité divine. C'est Oui, ouais, elle a un niveau de conscience supérieur, ouais. voilà, Je suis assez d'accord. tellement supérieur que Qu'il devient inexplicable pour c'est l'être ça, humain, ouais. quoi. C'est vrai que... Qui, Et peut-être qu'on va se confronter à ça, justement. Peut-être que ouais, les machines, comme tu dis, ou qui pourront nous donner des réponses, elles ne pourront pas nous les expliquer avec notre langage, donc elles seront obligées de nous les transmettre différemment, ou elles ne pourront pas. exactement, C'est ouais. vrai que... Et peut-être qu'on va. Ce qu'on considère comme la définition de Dieu aujourd'hui, alors pas forcément dans la définition biblique du style créateur de l'univers et tout Ouais. ça, mais comme concept un peu transcendantal et tout ça, ce serait pas surprenant enfin, en tout cas pas impossible de voir des intelligences artificielles atteindre ce stade de Dieu finalement. Mhm. Et Bah, multivac, quoi. En gros, c'est ça. ouais, dans Asimov, C'est un- effectivement. Mhm. Et ouais. Donc ouais, c'est un film assez riche. Ouais. C'est vrai que... Il y a beaucoup de Il y aura choses à peut-être dire, et en même temps, le futur devient tellement plus complexe à prédire qu'il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, ça va tellement vite, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que on peut pas dire, voilà, c'est ça qui va émerger en premier, et donc ça va supplanter tout le reste. C'est... Effectivement, puis il y a comment on appelle ça? Il y a une accélération croissante en fait. Ouais. Et ça, c'est chaud parce que en fait, les gens. Exponentiel, même. Oui, ouais, exponentiel, je veux dire. Ouais. Parce que on a du mal à concevoir. Quand on parle de certaines technologies, on se dit, ouais, bon, ça sera pas de mon vivant, ou dans 30, 40 ans, ou même plus. Enfin, tu vois. Alors qu'en fait, si on regarde les 10 années qui sont passées là, c'est fou les évolutions qu'il y a eu. Et à quel point la société l'adapte vite aussi, je trouve. Parce que. Ouais, les gens s'adaptent vite, hein. Enfin, Ouais, je veux dire, et crée. pas tout. Pas tout, mais après, ça crée aussi beaucoup de fractures sociales, quelque part. Tu vois, si jamais t'as pas internet aujourd'hui, c'est très compliqué. Bientôt, ce sera impossible de faire certaines actions sans internet. Alors après, ce sera impossible sans un téléphone. Tu vois, si jamais, comme au Japon, je crois, ils ont adopté ce système, et peut-être même beaucoup plus largement dans le monde, tu payes avec un téléphone, quoi. Plus besoin de carte de crédit, donc. Parce que les cartes de crédit vont disparaître, ou alors maintenant, peut-être que dans le futur, on aura carrément des implants dans la main ça sera une carte d'identité. Bitcoin. Ouais, ça sera une carte d'identité, ça sera à la fois un traceur et puis aussi un moyen de paiement, tu vois. Mais si tu te le mets pas, ce truc-là, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, c'est clair, ouais. Bon, voilà, on débordait un peu, je pense. Ouais, on va pouvoir... je pense qu'on va pouvoir conclure. De toute façon, Ouais. on a déjà dit pas mal de choses. Ouais, on a fait un bon tour d'horizon de ce film et des thématiques. Bon, je pense que pour le prochain podcast, en fait, on n'essaiera pas de séparer storytelling et sci-fi parce qu'au final, c'est deux sujets qui C'est s'entrecroisent. difficile de mettre ça de cadrer. Ouais, dans un débat, c'est un peu compliqué. Donc ouais, on va rester sur l'idée de parler de storytelling et de science-fiction, mais ce sera mélangé. Voilà. C'est à vous de faire le tri. Exactement. Voilà. Bon, ok, bah on dit quoi alors? On dit prochain podcast sur une œuvre qu'on décide maintenant ou qu'on décidera ou que les gens décident, ils peuvent voter, j'en sais rien. Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais, qu'on leur propose de choisir le film. Ok. Bon, si jamais. Bon alors pour le... Si personne choisit, on en mettra un quand même.
Ok, bah on dit ça alors. Si on attend vos votes en commentaire dans l'article ou sur les réseaux sociaux. Et si jamais il n'y a pas de vote, parce qu'on en est au tout début, on choisira nous-mêmes une œuvre de science-fiction. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'on peut se dire au prochain épisode. Ouais, on peut dire couper et puis. Qui sera dans l'avenir. Ouais, oui, forcément. Hein. Bon, on peut. Bon, allez. Allez, ouais, bye. À la prochaine. Ouais, bye. À la prochaine.